Le journal de la Méditerranée commence. Bienvenue à toutes et à tous. Cette semaine, nous avons choisi de nous intéresser à un homme, Recep Erdogan. Le président turc semble vouloir durcir sa politique. Il se comporte désormais en véritable sultan. Alors comment expliquer ce changement de ton à l'égard des femmes notamment? Nous en parlerons avec notre invité, Emre Demir, et rédacteur en chef du magazine franco-turc Zaman France. Nous découvrirons également des dispositifs ingénieux pour ne plus gâcher l'eau, des inventions qui pourraient révolutionner les cultures, en particulier dans les pays arides du bassin méditerranéen. Nous suivrons ensuite les traces de Marcel Pagnol. Des randonneurs se retrouvent avec un guide pour découvrir la Provence de l'auteur, celle qu'il a si souvent décrite dans ses ouvrages. Mais avant de revenir plus en détail sur l'ensemble de ces titres, parlons d'un événement qui concerne une grande partie du bassin méditerranéen. Le début, il y a quelques jours, du Ramadan. Un mois de jeûne a commencé pour les musulmans du lever au coucher du soleil. Voyons ensemble comment se prépare plus spécifiquement l'iftar, le repas de rupture du jeûne. Reportage à Marseille signé Valérie Smadja, François Bombard. Ça c'est quoi? Ça, c'est le shorba. Il y en a qui prennent ça, celui qui est célibataire ou celui qui est finia, il fait ça. Moi, ma femme, si je la ramène à la maison là, il ne mange pas. La shorba, plat typique pour le repas du soir. Mais en version déshydratée, elle n'a définitivement pas la cote. Ici, on cuisine. Premier jour de Ramadan dans le quartier Noailles et même à jeun. Il faut tout préparer pour le soir et continuer à travailler. On ouvre à 5 h du matin et on ferme à 10 h d'après-midi. Mais ça veut dire qu'il y a plusieurs postes. Et en face, la boucherie halal ne désemplit pas. D'ailleurs, leur chiffre d'affaires est boosté. Lors de ce mois sacré, les musulmans consommant plus de viande durant les fêtes. Par exemple, si les jours normaux, on rentre une bête, ça veut dire là, aujourd'hui, on rentre deux bêtes. Toujours double. Une bête, ça veut dire 600. Et pour cette seule journée, la valse des kilos donne le tournis. Ce soir, comme tous les autres soirs durant 30 jours, les familles se regroupent pour rompre le jeûne. J'ai fait le shorba, le bourrique, le rôti, il y en a beaucoup de choses. Combien de personnes chez vous ce soir? Je ne sais pas, il y en a mon fils avec moi. Après mon fils, il a mis ses copains. Manger ne sera donc possible qu'à la nuit tombée et jusqu'au moment où, dit le Coran, vous pourrez distinguer le fil blanc du fil noir. Traduction, bonne fête! Oui, la fin du Ramadan sera fixée autour du 5 juillet. Israël, de son côté, a annoncé un premier tour de vis en restreignant la liberté de mouvement des Palestiniens pour le Ramadan. Annonce faite au lendemain de l'attentat anti-israélien le plus meurtrier depuis des mois. 2 Palestiniens d'une vingtaine d'années ont semé ce mercredi la terreur à Tel Aviv en ouvrant le feu sans discrimination sur des clients attablés dans un quartier animé de restaurants et de bars. 4 Israéliens ont été tués, 5 blessés et les assaillants arrêtés. Autre attentat meurtrier perpétré ces derniers jours en Turquie, notamment à Istanbul. Une attaque à la voiture piégée a visé la police dans un quartier historique de la ville turque. Bilan, 11 morts, dont 7 policiers. La Turquie, un pays déjà frappé par une série d'attentats attribués aux djihadistes et aux rebelles kurdes. Alors, comment en est-on arrivé là? Eh bien, pour en parler, notre invité est Emre Demir, rédacteur en chef du journal Zaman France. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Alors, Zaman France est une version française de Zaman, un quotidien national turc fondé en 1986. La Turquie, c'est un pays que vous connaissez bien et bien que vous allez nous aider à découvrir un peu mieux aujourd'hui. Une question tout d'abord, comment expliquer selon vous ces attentats à répétition? La Turquie est-elle une cible privilégiée de Daesh? Oui, tout a commencé à mon avis après les élections de juin 2015. Donc depuis un an, qu'est-ce qui s'est passé? Le parti pro-kurde HDP avait obtenu un score historique et l'AKP d'Erdogan avait perdu la majorité absolue pour gouverner le pays. Donc après ça, Erdogan a décidé de rompre les négociations avec le PKK et de mener une guerre totale dans les régions kurdes. Et en même temps, Erdogan a décidé aussi de mener une guerre synchronisée avec Daesh. Donc du coup, la Turquie est devenue le cible privilégiée de Daesh, mais aussi du PKK, mais aussi des groupuscules d'extrême gauche qui sont très très influents encore en Turquie. Et donc, depuis un an, on a eu 17 attentats et plus de 900 civils morts dans ces attentats. Donc, on est rentré vraiment dans une spirale de la violence. D'un côté, on a
l'armée turque, le gouvernement turc qui mène une guerre sans merci, une guerre totale contre le PKK. Et le PKK répond aussi avec une violence assez dure. Donc ils ont décidé de mener vraiment des guerres de montagne vers des centres-villes, dans des villes. Il y a des confrontations, des conflits très très importants. Donc le nombre des victimes augmente sans cesse en Turquie, oui. Et on n'a pas vraiment de réponse. Il n'y a pas vraiment un espoir d'une résolution politique. Oui, c'est cela, parce que la situation est très complexe. Vous venez de nous l'expliquer très bien. Emre Demir, vous restez avec nous. Nous allons nous intéresser à présent à la personnalité du président turc Recep Erdogan. Alors, s'il y a 10 ans, il incarnait le renouveau démocratique pour la Turquie, aujourd'hui, c'est un tout autre homme avec une toute autre politique. Il se pose désormais en nouveau sultan. Reportage Marc de Chalfran. Dans son palais présidentiel flambant neuf, le président turc accueille son nouveau Premier ministre. Un homme choisi pour surtout ne pas lui faire d'ombre. Recep Tayyip Erdogan, plus que jamais sultan des temps modernes. Elle paraît loin, l'époque de son arrivée en 2003. Alors jeune Premier ministre, Erdogan est perçu comme un espoir par les leaders du monde entier. Il était alors islamiste modéré, démocrate et pro-européen convaincu. 13 ans plus tard, Erdogan est désormais président, atteint d'une folie des grandeurs, à l'image de son nouveau palais. Grand, 4 fois, comme le château de Versailles. Un homme de plus en plus autoritaire qui n'hésite plus à arrêter les journalistes, à mener une guerre sans merci dans les régions kurdes de Turquie, à supprimer l'immunité des députés de l'opposition, un président qui s'attaque à la laïcité dans la constitution turque. Dans sa dérive autoritaire, Erdogan a désormais un autre projet, s'arroger les pleins pouvoirs. Et c'est à ça que son nouveau Premier ministre, un fidèle parmi les fidèles, va servir. Emre Demir, vous êtes donc rédacteur en chef de l'hebdomadaire Zaman France, une version du Zaman turc, un journal indépendant, jusqu'à l'arrivée d'Erdogan. La mainmise du pouvoir sur la presse, comme on l'a vu d'ailleurs dans ce sujet, c'est une réalité ? Bien sûr. Pour commencer d'ailleurs, Zaman, c'était un journal qui existait depuis 30 ans. Il y a 2 mois, mon journal que je travaillais pendant 12 ans a été confisqué par le pouvoir, a été saisi par le gouvernement. Aujourd'hui, en fait, mon journal est devenu un journal programmental qui explique sans cesse, chaque jour, les bienfaits du gouvernement, d'Erdogan, etc. Donc, la pression sur les journalistes sont réelles. Je peux même dire qu'il y a plus de moyens aujourd'hui de faire notre métier en Turquie. Il y a des centaines de journalistes qui risquent la prison. Il y a des milliers de journalistes qui sont jugés pour l'insulte au président. Plus de 30 journalistes qui sont déjà actuellement en prison. Et donc, je pense que notre métier est en train de mourir en Turquie. Il y a 7000 journalistes qui ont perdu leur travail en 3 ans. Et donc, il y a vraiment une mainmise totale sur la presse en Turquie. Et Recep Erdogan est-il réellement le nouveau sultan que l'on voit dans le sujet ? Évidemment, il est l'homme le plus fort de la Turquie moderne, après Atatürk peut-être, parce qu'il a une hégémonie économique d'abord très très importante, totale sur l'économie turque, une hégémonie politique, il contrôle les institutions étatiques. Il n'a qu'un seul objectif aujourd'hui dans sa tête, c'est de changer la constitution pour passer à un système hyper présidentiel afin d'avoir vraiment le contrôle total sur la justice, sur l'État, mais aussi sur la société civile. Et est-il, selon vous, en train d'islamiser un peu plus la société turque ? Erdogan est un leader avant tout très très pragmatique. Il n'est pas vraiment un idéologue. Mais c'est vrai que dans ses discours, on voit ce ton islamiste qui est de plus en plus présent d'ailleurs. Au début, par exemple, dans ces 2 premiers quinquennats, ce discours islamiste n'était pas tellement visible. Et aujourd'hui, en fait, on instrumentalise l'islamisme politique afin d'avoir en fait plus de voix, car la Turquie quand même est une société très conservateur, composée des sunnites musulmans, pratiquants, anatoliens, etc. Et donc, il y a ces voix-là, cette population qui soutient Erdogan. Au fond, il y a en fait cette division entre 2 Turquies, 50% qui sont fondamentalement contre Erdogan, et de l'autre côté, 50% qui soutient
sans condition. Le président. Alors justement, Recep Erdogan s'est récemment fait remarquer avec des déclarations choc sur les femmes, à l'opposé du modèle occidental. Pour lui, les femmes ne doivent pas travailler et la contraception n'a par ailleurs pas sa place dans un pays musulman comme la Turquie. On en reparle dans un instant, mais voyez tout d'abord ce reportage signé Arnaud Comte. Le président Erdogan cherche-t-il à islamiser la société, comme l'en accusent ses détracteurs? Devant un parterre de militants, le président turc appelle en tout cas son peuple à changer d'état d'esprit, à intégrer davantage la religion dans le quotidien et l'intimité. Je le dis clairement, nous allons accroître notre descendance. Nous allons accroître notre population. On nous parle de planning familial, de contraception. Aucune famille musulmane ne peut avoir une telle mentalité. Des propos chocs dans un pays certes musulman, mais dont la laïcité est un pilier fondamental de cette république, tournée vers l'Europe. En mars dernier, lors de la Journée internationale des femmes, le président Erdogan avait déjà donné sa vision du rôle de la femme. Pas au travail, mais auprès de ses enfants. À mon avis, le plus grand tort qui peut être fait à la femme, c'est de la contraindre à vouloir mener une vie où elle est victime de son indépendance économique. Une vision partagée par sa propre femme, Emine Erdogan, ici à sa gauche, fervente musulmane. Admiratrice de l'Empire ottoman, elle estime que le harem est pour les femmes une bonne école de la vie. Emre Demir, c'est un discours que l'on a du mal à comprendre ici en Occident et qui est opposé à des discours qu'il prononçait il y a 10 ans. Qu'en pensent les Turcs que vous pouvez rencontrer? Je peux dire que la Turquie reste quand même l'un des pays le plus pire, par exemple dans le classement de l'OCDE, au niveau de conditions de la femme, les droits de femmes. Seuls 30% des femmes turques travaillent aujourd'hui et il y a que, quand on regarde le banc de l'Assemblée nationale turque, les femmes représentent que 14%. Donc c'est un chiffre assez faible. Et au niveau de la violence conjugale, c'est un problème assez important en Turquie. 6 femmes sur 10 sont victimes de violences conjugales. Et dans ce contexte, on voit les déclarations incessantes d'Erdogan sur les femmes. Il y a vraiment une volonté en fait d'imposer aux femmes de réduire les femmes à sa fonction procréatrice, la fonction de mère. Est-ce que vous avez pu en rencontrer et quelles sont leurs réactions? Je peux dire qu'il y a en fait une division très très forte là-dessus. Il y a 30% de la population turque, surtout les femmes, qui vivent dans des métropoles, dans des zones métropoles, qui sont contre à ce discours. Il y a aussi de l'autre côté, il y a une population assez importante, surtout les femmes, soutient Erdogan parce qu'il a créé certainement un système d'entraide pour les femmes, etc. Mais au niveau du discours, vraiment, sa vision est très, très conservateur. Et il faut le dire, c'est une vision qui n'appartient pas vraiment au XXIe siècle. Alors justement, avec une politique si opposée à la politique occidentale, l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne est-elle encore envisageable ? Dans ces conditions, non. Je pense que dans la tête d'Erdogan, l'Europe n'est pas son objectif, il faut le dire. Et il ne prend pas vraiment au sérieux le prospectif de l'adhésion turque à l'Union européenne. Ce qu'il voit, il est en train de mener des négociations pour les réfugiés et pour la libéralisation de les visas. Et il pense qu'il est dans une position de force contre Merkel ou contre les leaders européens. Et il use et parfois abuse en fait de cette position de force contre les Européens. Mais dans sa vision du monde, je ne pense pas que une Turquie qui appartient à l'Union européenne n'appartient pas vraiment. Donc, ce n'est pas la Turquie d'Erdogan, il faut le dire. D'accord, ce n'est pas son ambition première. Emre Demir, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, au revoir. Et vous pouvez retrouver l'hebdomadaire Zaman France et certains marchands de journaux en vous abonnant ou encore sur Internet. zamanfrance.fr, version française qui est bien sûr entièrement indépendante. Tout autre sujet à présent et un chiffre 80, c'est le pourcentage de l'eau qui se perd dans les sols lorsque l'on procède à l'arrosage des cultures. Par exemple, un gâchis phénoménal. Des inventeurs ont mis au point différentes techniques ingénieuses pour récupérer cette eau perdue. Une arme anti-gaspillage qui nous emmène de Dax dans les Landes jusqu'en Israël. Comment réduire un tel gaspillage? Quelles sont les solutions pour consommer moins d'eau? Philippe Waki dit Giorno en est certain,
il a trouvé le produit miracle. Ces cristaux verts, ce sont des granulés de polytère. Cet ingénieur agronome a mis des années à développer ce produit. Dans ces petites billes, un mélange de cellulose, d'engrais organiques et de polyacrylate de potassium. Des noms compliqués pour un concept simple. Ces granulés, une fois arrosés d'eau, deviennent des éponges super puissantes. C'est ce qu'on appelle un hydrorétenteur. Un petit granulé comme ça, au contact de l'eau, va gonfler jusqu'à 300 à 500 fois son volume. Et grâce à ça, en fait, on consomme beaucoup moins d'eau. Lorsqu'une plante est mise en terre, on dispose le produit, ici en verre, autour des racines. En grandissant, ces racines vont s'accrocher aux granulés, pomper l'eau qu'ils contiennent et les entraîner en profondeur. Ainsi, 97% de l'eau versée sur la plante sera absorbée, quasiment aucune perte. Pour prouver l'efficacité de son produit, l'ingénieur nous montre ses photos. 2 cocotiers de 1 an plantés le même jour au Sénégal. À gauche, il a grandi sans hydrorétenteur. À droite, avec hydrorétenteur. Il est 3 fois plus grand. La ville de Dax a été l'une des premières à s'intéresser à ce produit. Depuis 4 ans, les jardiniers en mettent dans chaque pot. Les fleurs sont belles et les économies importantes, notamment sur l'arrosage. On passait 3 fois par semaine. Au jour d'aujourd'hui, en période de grosse chaleur, on est quand même dans le sud-ouest, on ne passe qu'une seule fois dans la semaine. Alors un gain de temps pour mes équipes et en même temps de l'économie d'eau de 2 tiers. Le 21e siècle, c'est la guerre de l'eau. Il ne faut pas l'oublier. Et je suis le garant pour atténuer cette guerre de l'eau. Car l'enjeu va bien au-delà des plantes et des fleurs françaises. Son produit pourrait permettre aussi de faire pousser des fruits et des légumes dans les endroits les plus arides, comme dans le désert israélien. Ici aussi, on fourmille d'idées pour faire pousser les cultures, tout en économisant l'eau. Avitamir a créé cet objet qui pourrait sembler banal. Placé autour du tronc de l'arbre ou de la plante, son socle est incliné. Ainsi, en cas de pluie, toute l'eau ruisselle directement vers le centre. Mais surtout, lorsqu'il ne pleut pas, le socle permet aussi de récupérer la rosée. L'eau s'évapore constamment du sol. Au lieu de monter vers le ciel et de se gaspiller, elle est bloquée sous le socle et circule constamment. Ce sont les lois de la nature, il n'y a rien de révolutionnaire. Rien de révolutionnaire. Pourtant, son produit s'exporte dans plus de 60 pays. L'année prochaine, il devrait en vendre 25 millions. C'est un fruit très répandu dans le bassin méditerranéen, la grenade. En France, certains producteurs tentent de la remettre au goût du jour. Ses vertus seraient importantes et les grands chefs cuisiniers n'hésitent plus à l'utiliser à toutes les sauces. Grenade, un fruit gorgé de soleil, c'est un reportage de Nabila Tabouri. Sur nos étals, la pomme et les agrumes lui avaient volé la vedette. Mais depuis 2 ans, elle a retrouvé des couleurs. Une véritable explosion. La grenade se décline en jus, en compléments alimentaires, en soins pour le corps et même en parfum. Pour comprendre ce boom, direction la Provence, près d'Avignon, la plus grande plantation de grenades de France. Voilà, ça y est, on y est. Celle de Jean-Claude Perretto. Lui, c'est un pionnier. Il y a 8 ans, il a réimplanté la grenade en France. Le fruit, très répandu dans le bassin méditerranéen, avait disparu de nos campagnes à la fin du 19e siècle. Il a été oublié parce que c'est un fruit qui n'est pas pratique à consommer. Parce qu'il faut l'éplucher, donc il y a une écorce assez dure, il y a des graines. Et il a été chassé aussi par la vigne, qui était d'un meilleur rapport chez les agriculteurs. Taillés en hiver, voici à quoi ressemblent les grenadiers à la pleine saison, entre juillet et octobre. Comme Jean-Claude Perretto, de plus en plus d'agriculteurs misent sur la grenade, notamment biologique, car sa culture demande peu d'entretien. Et à la clé, un marché juteux. 10 000 tonnes consommées chaque année, 3 fois plus qu'il y a 10 ans. Les grenades sont importées essentiellement d'Espagne ou comme celle-ci de Turquie. Pour la vendre, on mise aussi sur l'argument santé et des vertus, le fruit n'en manquerait pas. C'est un fruit riche en vitamine C qui aurait des propriétés intéressantes contre le cholestérol et bon pour la prostate. Personne ne lui résiste, pas même les grands chefs. On la prend comme ça et on tape dessus pour faire tomber tous les grains. Jean-Claude Aubertin la préfère bien mûre. Il la cuisine à toutes les sauces.
Le goût légèrement acidulé de la grenade fait ressortir les saveurs. Ici, un carpaccio de Saint-Jacques et sa rosace de foie gras. C'est un genre de caviar, hein. C'est magnifique ça. Hein. La grenade va très bien avec les viandes blanches, hein. Donc avec le veau ça va très bien, et surtout avec les crustacés, c'est un mariage parfait. Que ce soit pour l'entrée, le plat ou le dessert, la grenade donne aux assiettes une allure élégante. Oui, j'ajoute que l'Inde est le plus gros producteur de grenades, devançant l'Iran, les États-Unis et en Méditerranée, la Turquie et l'Espagne. Cette dernière est le principal exportateur vers la France. Je vous emmène maintenant suivre les traces d'une figure de la Méditerranée, Marcel Pagnol. Des randonneurs viennent de loin découvrir sa Provence qu'il aimait tant et qu'il décrivait avec tellement de talent. Ambroise Boulez. Je suis né dans la ville d'Aubagne, sous le Garlaban, couronné de chèvres au temps des derniers chevriers. Ainsi commencent les souvenirs d'enfance de Marcel Pagnol, l'enfant de la garrigue et des collines de Provence. Le cadre idéal pour ces randonneurs venus mettre leurs pas dans ceux de Joseph Damiani, un passionné qui connaît ce massif de 8000 hectares comme sa poche, à l'image du petit Marcel, il y a plus d'un siècle. C'est grand pour des jambes d'enfant, mais c'est petit pour la notoriété que ça a, puisque Marcel Pagnol, sur un territoire comme ça, il a fait connaître ça dans le monde entier. Car ces collines, Pagnol en fait dans les années 30 son Hollywood provençal. C'est là qu'il va tourner ses premiers grands succès. Angèle, Cigalon, Reguin. Il fait ainsi connaître Fernandel et surtout il invente le tournage en décor naturel. Vous êtes devant l'entrée du village, là. Le village d'Aubignan, un faux village entièrement reconstitué. Comme cette maison à 3 murs, des décors en pierre, encore debout 80 ans après. Ici, il faut imaginer ce coin avec le travelling, avec caméra dessus, tout ça. C'était son studio en plein air. Pour tourner les scènes d'intérieur, il avait fait ce trou rond pour passer l'objectif de la caméra. L'été, le réalisateur avait même trouvé la parade contre les cigales qui venaient troubler la prise de son. Marcel Pagnol, il a mis une personne au pied des arbres là, chacun avec une masse, et quand il disait « action », tout le monde frappait en même temps au pied de l'arbre et la cigale, elle arrêtait de chanter. C'est encore un petit malin. Des ruses héritées d'une enfance à parcourir la nature. Dans ces paysages, à couper le souffle. Alors ici, nous sommes devant le site des souvenirs d'enfance de Marcel Pagnol. Sur le côté gauche, vous avez Marseille. Ici, vous avancez un petit peu légèrement. C'est là que s'est passée la fameuse partie de chasse. Et c'est là qu'on a tué les fameuses Bartavelles. Ce jour-là, le jeune Marcel Pagnol suit en cachette son père Joseph et son oncle à la chasse aux perdrix. D'un coup, il entend poum, poum, 2 coups de fusil. Il entend l'oncle Jules en bas qui gronde Joseph. Mais Joseph, vous les avez manqués. Et des Bartavelles qui étaient grosses comme des cerfs-volants. Alors là, c'est là qu'il se met sur le bord des barres et il dit « Mais non, il les a tuées toutes les deux !» Et dans mes 2 petits poings ensanglantés où pendaient 4 ailes dorées, je dressais vers le soleil couchant la gloire de mon père. Ça s'est passé là. Au détour d'un chemin, les feuillages découvrent une grotte, une cachette où le petit Marcel aurait eu ses habitudes. Il venait fumer, je vous ai dit, le calumet de la paix. Mais alors je vous dis pas, hein, ça arrache. Hein. Pour nos randonneurs, le pèlerinage s'achève au cimetière de la Treille. La tombe de Pagnol, c'est une tombe toute simple. Il ne voulait pas quelque chose de pharaonique, Marcel. Hein. Il a fait marquer « Fontes amicos uxorem dilexit ». Ça veut dire qu'il a aimé les sources, ses amis, sa femme. Ces livres, ces films, resteront toujours, quoi. C'est intemporel ? Je pense. Enterré au pied des collines, la mémoire de Marcel Pagnol imprègne aujourd'hui encore ces paysages qui l'ont tant inspiré.
Un beau reportage que vous pouvez revoir, tout comme l'intégralité de ce magazine, sur la page Le Journal de la Méditerranée sur Facebook. L'image de la semaine est impressionnante. Un robot sous-marin humanoïde a été testé au large de Toulon. Ce sous-marin archéologue peut récupérer les trésors des abîmes à 1000 mètres de profondeur, zone inaccessible jusqu'à présent. La première prise de ce bijou technologique est un pot en céramique immergé dans la Méditerranée depuis 352 ans. À la semaine prochaine.